Monsieur Lavrov, bonjour. Et Monsieur Serenoglu, première question porte. Vous avez aujourd'hui vu de vos yeux, Monsieur le Secrétaire général, l'attaque du régime de Kiev contre des cibles civiles et que des victimes sont parmi les civils. Nous avons entendu classiquement des condamnations de la part de l'OSCE à l'égard de Moscou. Est-ce qu'aujourd'hui, il en sera autrement aujourd'hui? Pourquoi, selon vous, il y a une augmentation de ces attaques contre la Russie aujourd'hui? Évidemment, je ne peux pas ne pas vous demander, puisque c'est la première fois que vous êtes ici et que ça fait 4 ans que l'OSCE ne s'est pas rendu en Russie. Est-ce que sur la question de liberté de parole, ces dernières années, l'OSCE n'a jamais noté aucune mort de journalistes russes, notamment en Ukraine? Et Monsieur Lavrov, aujourd'hui, avez-vous abordé la question de mes collègues qui ont été tués sur le territoire de l'opération militaire spéciale et même ceux qui ont été assassinés sur le territoire de la Fédération de Russie? Avez-vous parlé de tout ça aujourd'hui? Merci. Comme je l'ai dit, cette guerre a été l'occasion de beaucoup de souffrances et de maux pour les peuples, pour les populations. Et j'espère que très bientôt, nous verrons la fin de cette guerre et que les gens ne verront plus ces incidents, que ce soit à Moscou ou à Kiev. Je vous remercie. La question de la sécurité des journalistes a été abordée de façon assez détaillée. Nous avons attiré l'attention sur le fait que les représentants de l'OSCE en matière de liberté de la presse et de parole ont pris le mauvais exemple de la secrétaire générale de l'UNESCO, Madame Azoulay, qui n'a pas daigné aborder cette question lors de la réunion consacrée à la liberté de la presse et de parole. Elle n'a pas parlé des journalistes russes dans des points chauds. Et donc, nous allons continuer à vouloir obtenir justice de la part de l'UNESCO et qu'elle reconnaisse ce problème. Et nous avons remis une liste de ces journalistes à Monsieur le Secrétaire général, c'est-à-dire ces journalistes qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, dans la période depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, et de même que cette question, Vladimir Solovyov, le président de l'association des journalistes, s'est agréé à adresser une lettre ouverte à Monsieur le Secrétaire général, lettre que j'ai remise aujourd'hui au cours des discussions, et nous allons continuer à aborder cette question, évidemment. Bonjour, j'ai une question au ministre russe. Monsieur Lavrov, les autorités russes ont déclaré plusieurs fois publiquement qu'il n'y avait pas de validation sur le budget de l'organisation depuis 2022. La responsabilité incombe à la Russie. Et est-ce qu'aujourd'hui, la question du budget de l'organisation pourrait évoluer? Est-ce qu'effectivement, l'OSCE est au bord de la faillite aujourd'hui? Et puis j'ai aussi une question sur l'Ukraine. Les nouvelles autorités de l'OSCE se sont fixées pour objectif de soutenir l'Ukraine et notamment dans le mandat de l'organisation, il y a le règlement des conflits. Voyez-vous un rôle joué par l'OSCE dans cette question? En ce qui concerne le budget, depuis déjà longtemps, nous étions mis d'accord sur les chiffres
qui étaient inscrits dans le projet de financement et avec lesquels nous ne sommes pas d'accord parce que c'est un document budgétaire extrêmement pragmatique, technique, et qui était chargé de connotations politiques à l'instigation de nos collègues occidentaux et nous avons dit que nous ne voulons pas politiser un document budgétaire. Et vous comprenez de quoi je parle. Et tout cela, et donc notre accord relatif aux chiffres avait été donné dans la volonté de trouver un consensus, et nous continuons à considérer que seul un consensus peut sauver l'OSCE, mais les pays occidentaux, je ne sais pas en foi de quoi, font tout pour détruire ce consensus et pour que l'OSCE cesse d'exister. Autrement, je vois pas tellement comment expliquer cela. Et parmi les concessions que nous étions prêts à faire dans cette gestion des chiffres, il y avait la question du bureau sur les institutions démocratiques et les droits de l'homme qui n'a aucun critère de fonctionnement, malgré le fait, alors que ça fait 20 ans que nous proposons de valider ces accords, et systématiquement nous avons des refus de la part des pays occidentaux. Ils nous disent que c'est un double standard. Donc, alors, d'accord, mais avec les précédents secrétaires généraux et à l'aide des présidents préférents, il y avait la tradition d'accepter que les pays de l'OTAN et de l'Union européenne puissent participer à cela, et donc il y avait une démarche volontariste qu'on envoyait par exemple des observateurs, 2 personnes, 3 personnes essentiellement. Notons que il y avait par exemple les pays à l'est de Vienne, des pays comme la Roumanie par exemple, où on voit des choses sur le plan électoral qui se déroulent aujourd'hui et qui sont choquantes, et là on ne voit aucune réclamation, et nous allons continuer à exiger la transparence de toutes les institutions de l'OSCE. Mais à l'étape actuelle, ce ne sont pas nous qui sommes un obstacle à l'adoption du budget. En ce qui concerne les perspectives de règlement pacifique de la question ukrainienne, l'OSCE a longtemps travaillé là-dessus. Depuis 2014, il y avait une mission spéciale qui intervenait. Nous en avons parlé aujourd'hui. Après, il y a eu des critiques qui ont été formulées envers cette institution qui refusait de révéler publiquement, malgré tout, qui était coupable des attaques visées sur des sites civils et contre la population civile. Pendant 3 ans, nous avons demandé à cette mission de l'OSCE, à l'époque, en 2019-2022, on disait pas seulement dites-nous combien il y a de destruction, combien il y a de victimes, mais identifier de chaque côté de la ligne de contact, et quand on a eu les résultats, on a vu qu'il y avait plus de destruction du côté du Donbass que du côté de l'Ukraine. Et nous avons obtenu enfin l'information que dans la plupart des cas, c'était les forces russes ou pro-russes ripostaient et n'étaient pas initiatrices de ce genre de frappe. Et donc il y a un certain nombre de problèmes qui se sont accumulés dans le cadre du fonctionnement de cette mission de l'OSCE.
avec des cas de transmission d'informations à la partie ukrainienne, rompant avec le principe de neutralité ici. Nous n'avons pas de projet particulier. Il faut voir comment les choses ont évolué. Le processus de règlement n'a pas encore commencé. M. Zelensky a déclaré publiquement qu'il ne voulait pas de cessez-le-feu tant que les Américains ne lui donneraient pas de garantie si la Russie frappait à l'arme nucléaire. C'est à peu près comme ça qu'il s'est exprimé. Donc aujourd'hui, on n'en est pas à un dialogue sérieux. Nous en avons parlé aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de propositions qui ont été faites concernant la déclaration la proclamation d'un cessez-le-feu et la mise en place de forces de maintien de la paix. Et ensuite, parler de la question des frontières et comment vivre ensuite. Alors, des soldats de la paix, c'est le mot qui est sur la bouche de tous. On passe de 10 000, peut-être 50 000, voire 100 000. Donc, il y a le Canada qui, évidemment, veut se joindre à une telle mission, mais la question reste, vous en avez parlé aujourd'hui, ces soldats de la paix, qu'est-ce qu'ils vont garder, concrètement? Les restes du régime nazi de Kiev, qui a adopté des lois visant à éliminer tout ce qui est russe, tout ce qui est russophone dans la presse, dans la vie quotidienne, qui a détruit l'Église orthodoxe russe? Ou est-ce que nous allons commencer par chercher la fin de cette pratique raciste par le régime de Kiev? Il faut commencer par là, parce que sinon, ça ressemble à une tentative par le déploiement de soldats de la paix de sauver les restes de ce régime de la colère populaire, je dirais. Rocha Toudé, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur le secrétaire général, étant donné les difficultés entre les États-Unis et l'Union européenne, étant donné que l'OTAN l'extension de l'OTAN a été la cause du conflit, du conflit en Ukraine. Une autre question au ministre, étant donné la communication de conflits ethniques en Syrie, est-ce que la Russie a la possibilité d'aider les parties en conflit à trouver une solution diplomatique et à arrêter les fusions de sang? Donc, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Merci de la question. Alors, ce n'est pas à moi à y répondre, mais aux États partis à discuter de comment la guerre va se terminer et discuter également de la formation de l'architecture de sécurité à venir, avec un accord sur comment se terminer cette guerre. Il s'agit de déterminer le paysage futur de l'OSCE. Je vous remercie. Vous savez, j'ajouterai, pour ce qui est de l'architecture de sécurité européenne, nous avons beaucoup discuté de cette question, il y a eu beaucoup de tendances à examiner. Jusqu'à une époque récente, c'est la conception euro-atlantique qui a dominé, avec l'Alliance d'Atlantique du Nord, l'Organisation de la coopération de la sécurité en Europe et l'Union européenne qui s'est soumise à l'OTAN. Et l'Union européenne, comme architecture, s'est inscrite dans la conception euro-atlantique. Mais notre continent est plus que cela. C'est l'espace de l'OSCE et il n'y a pas d'organisation continentale en Europe. Il y en a en Afrique, en Amérique latine, il y en a en Asie, mais en Eurasie,
avec qui disposent du potentiel logistique le plus important, avec des ressources naturelles, des moyens de communication efficaces, des transports, etc. Eh bien, il n'y a pas cette structure parapluie où tous les pays du continent de l'Eurasie pourraient se réunir régulièrement. Pourtant, il y a des structures sous-régionales, l'OTSC, l'Organisation de Shanghai, la CEI, l'Espace eurasiatique, l'ASEAN, l'Organisation de la coopération des pays du Golfe, etc. Mais nulle part tous ces pays du continent ont de quoi se réunir. Il y a quelques années, nos collègues qui dirigeaient l'administration Biden ont commencé à dire de plus en plus qui voulaient s'occuper de la région Indo-Pacifique, non pas Asie-Pacifique, mais Indo-Pacifique, et qui voulaient en faire une priorité. C'était les mots de l'administration de Trump lorsqu'il y a eu les discussions sur l'Eurasie, du coup, les Européens se sont sentis un peu humiliés de ce qu'on s'occupait moins d'eux et que de la réorientation se faisait ailleurs. Et depuis longtemps, l'administration des États-Unis fait évoluer une conception qui va de l'alliance de l'Atlantique Nord vers l'espace euro-asiatique. Alors pourquoi ils sont si actifs dans la région Indo-Pacifique? Il y a l'AUKUS avec l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Ensuite, il y a des troïkas, des quatuors avec le Japon qui aussi prévoit de devenir un composant nucléaire. Ils veulent faire évoluer une structure qui serait à composition illimitée, et c'est une alliance qui s'est déclarée et qui se déclare pour la défense et la protection du territoire des pays membres. Et Stoltenberg, il me semble, a dit que nous ferons ce qui est nécessaire pour défendre, pour protéger les territoires de notre pays. Aujourd'hui, c'est la mer de Chine qui est concernée avec Taïwan, etc. Et en l'absence de structure de sécurité sur le continent euro-asiatique, les OTANiens vont faire en sorte de mettre sous leur égide l'ensemble du processus de sécurité. Et c'est inacceptable. Cela contrevient au principe de sécurité indivisible tel que énoncé dans les principes de l'OSCE, et comme l'a rappelé le secrétaire général avec son équipe, tous les pays donc doivent respecter ce qui a été signé par leur président. Dernière question. Monsieur Lavrov, première question à vous. Récemment, l'ancien ambassadeur grec en Ukraine avait dit que l'OSCE transmettait à l'armée ukrainienne des informations du renseignement sur les républiques de Lugansk et Donetsk. Est-ce que vous avez parlé de cette question, de cette coopération entre l'OSCE et les autorités ukrainiennes? Et à vous, Monsieur le Secrétaire Général, est-ce qu'il va y avoir des enquêtes intérieures au sein de l'organisation et quelles seront les peines encourues dans ces conditions? Oui, nous avons parlé de cette question. Nous avons
apporter des faits concrets, car il ne s'agit pas seulement d'un objet de discussion publique, parce que la déclaration de l'ancien ambassadeur de Grèce était connue, mais avant sa déclaration, et nous avons pu en parler aujourd'hui, nous avons pu parler de la participation éventuelle de l'OSCE ou du rôle de l'OSCE dans la question du règlement du conflit, et les prédécesseurs de M. Simoglou, qui dirigeait les missions de suivi, avaient gravement enfreint leurs obligations, et le personnel qui travaillait n'exerçait pas de façon transparente et aidait une des parties en conflit, ce qui est une violation grave au mandat. Merci de la question. Bien entendu, j'ai vérifié j'ai parcouru la presse sur cette question. La personne à laquelle vous vous référez n'est pas un observateur de la mission de surveillance, la mission spéciale de surveillance. Et ces accusations ne me semblent pas très sérieuses, ni au sujet de nous-mêmes, ni au sujet des Grecs. Mes collègues de la mission de surveillance en ont également parlé, mais ils n'ont pas accès aux zones militaires pour superviser les situations. J'ai oublié de répondre à la question et je m'excuse auprès de mon collègue de RT. Bien sûr, ce qui se passe en Syrie, malgré tous les efforts que nous avons faits avec nos partenaires, avec les membres de la communauté internationale, eh bien, nous avons fait tout ce que nous pouvions pendant des années pour parvenir à la paix et à la sécurité et à la réconciliation entre les diverses entités ethniques et politiques du pays pour libérer le pays de la menace terroriste. Mais nous sommes en contact avec les représentants des nouvelles autorités à Damas et apparemment ils n'ont pas bien compris les signaux que nous avions transmis, non seulement nous, mais les États-Unis, les Occidentaux, la Chine, l'Inde. Et cette violence est absolument inacceptable. Nous avons attiré l'attention de nos collègues sur la conversation entre M. Poutine et M. Sheran. Nous avons discuté, il y a eu des discussions avec M. Bogdanov également. J'ai discuté avec le nouveau ministre des Affaires étrangères sur la nécessité de parvenir à une solution et à une réconciliation nationale, une inclusivité dans le processus politique. Il y aura le premier congrès national de toute la Syrie. Ce sera une première expérience qui devra servir de base fiable, nous l'espérons, à l'élaboration d'une constitution. Mais ces événements sur le littoral sont absolument inacceptables et cela doit permettre l'implication de tous les représentants sans exclusion politiques et confessionnels, les groupes politiques sans exception au processus politique. Hier et dimanche soir, avec des représentants des États-Unis à New York, nous avons fait une demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'organiser des consultations urgentes
pour travailler et ces consultations se sont tenues hier et au cours de ces consultations, le secrétariat, avec le représentant du secrétaire général pour la Syrie, a décidé de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité. Nous attendons une réaction du Conseil de sécurité pour parvenir à tout cela, à une solution. Merci beaucoup.